Ok, du coup, je vous propose donc de commencer. Et déjà, je voulais, au nom de la coalition Bonne éducative, arrivée à Madame la directrice. Merci beaucoup, merci. Je crois que on va. Ouais. je vous propose qu'on débute la session. Et du coup, rapidement, je voulais, au nom de la coalition Éducation France et des coalitions nationales partenaires, donc du Sénégal, du Togo, du Burkina Faso et de Madagascar, vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire, donc intitulé L'éducation, levier sous-estimé de la résilience climatique. Aujourd'hui, donc nous sommes réunis dans le cadre dans la continuité de la semaine d'action mondiale pour l'éducation, qui s'est tenue il y a 2 semaines sous le thème de l'éducation en situation d'urgence, mais également pour lancer officiellement le rapport État des lieux des enjeux de l'éducation à l'environnement et au développement durable au Togo, au Sénégal, à Madagascar et au Burkina Faso. Donc ce webinaire aujourd'hui nous rassemble autour d'un engagement commun, s'assurer que l'éducation soit un pilier de la justice climatique. Nous savons aujourd'hui que l'éducation est à la fois une victime directe du changement climatique, puisqu'en 2024, 242 millions d'élèves ont vu leur scolarité interrompue à cause des catastrophes climatiques, et en même temps, c'est un outil fondamental pour y faire face. Pourtant, ce rôle central, il est encore trop peu reconnu dans les politiques, mais également dans les financements liés au climat, puisque l'éducation n'a reçu en 2021 que 1,5% des financements climatiques. Donc nous avons souhaité, à travers cette session, croiser les regards des chercheurs, des institutionnels, des acteurs de terrain, de jeunes engagés, pour répondre ensemble à trois grandes questions. En quoi donc l'éducation est-elle vulnérable aux effets du changement du climatique? Comment s'assurer que l'éducation soit un moteur de résilience, d'adaptation et d'atténuation? Et surtout, que faire concrètement pour renforcer ce lien entre éducation et action climatique, notamment en matière de politique publique et de financement? Donc, nous espérons que ce webinaire contribuera à amplifier la mobilisation en faveur d'une éducation plus juste, plus verte et plus résiliente. Et surtout, un grand merci à toutes les coalitions partenaires avec lesquelles nous travaillons depuis maintenant plus de 2 ans, donc la COSIDEP Sénégal, la CNEPT au Togo, la CNEPT au Burkina Faso, la CONAMET à Madagascar, ainsi qu'à nos partenaires techniques et financiers, l'Agence française de développement, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le partenariat mondial pour l'éducation, notamment via le programme Éducation à voix haute, mais également donc à tous les participants et les participantes et à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce webinaire aujourd'hui. Je vais donc de ce fait laisser la parole à Monsieur Eyessi, président du conseil d'administration de la coalition du Togo, et Monsieur Massaga qui vont assurer la modération de ce webinaire. Voilà, très bonne session à toutes et à tous. Merci Madame de m'avoir donné la parole. D'entrée de jeu, permettez-moi de dire un sincère merci pour la disponibilité des uns et des autres pour prendre part à ce webinaire. Euh, Comme nous le savons tous bien, il y a plusieurs décennies écoulées, les débats ont toujours porté sur le changement climatique. Mais le constat est que ces débats n'ont pas ou peu étendu aux, aux institutions d'éducation formelle et non formelle. Alors, c'est un manquement, un vide qu'il faut combler. Et si ces débats ont été suffisamment exploités dans ces centres dans les centres, dans nos différents centres de formation, d'éducation formelle et informelle, eh bien, les bénéficiaires
peuvent bénéficier d'un changement de comportement et aussi de mentalité surtout. Alors, et ces derniers également apporteront un changement autour de leur environnement immédiat, d'où le cri d'alarme du consortium des cinq coalitions ont lancé ce cri d'alarme autour du thème l'éducation, levier sous-estimé de la résilience climatique. Alors, pour lancer ce débat, comme vous venez de le dire, j'ai à côté de moi un collaborateur au nom de Massaga Baloa qui va distribuer la parole, va nous aider à modérer ce webinaire. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous les panélistes. Madame Louise, merci, sincèrement, merci à toi pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. À présent, si vous le permettez, on va... vous m'entendez? Oui, 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 on vous entend. Et oui, je disais que on va se présenter. On va passer par la vérification de la présence des coalitions, des 5 coalitions. Madame Louise, on peut aller comme ça? Non, au vu du temps, comme on a pris un peu de retard, je pense qu'il vaut mieux démarrer tout de suite par l'intervention du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ainsi que de l'AFD, si ça vous va. D'accord. OK. Merci, Madame Louise. Et sans plus tarder, nous allons donner la parole au représentant de l'AFD pour son intervention. Monsieur le représentant, vous avez la parole. C'est juste, Pardon. excuse-moi, c'est Marie Souli qui va commencer. Alors, Marie Souli, du coup, sous-directrice de la diplomatie féministe et de l'éducation au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui commencera et ensuite on cédera la parole à Monsieur Foucault Bertrand, référent climat au sein de la division éducation de l'Agence française de développement. Merci, bonjour, vous m'entendez bien? Parfait. Je suis ravie d'être avec vous tous et toutes aujourd'hui. Merci à l'ensemble des coalitions représentées. Merci à messieurs les modérateurs. Merci à l'équipe de toutes les coalitions, y compris la coalition Éducation France. Comme vous le savez, la France et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères sont très engagés dans le cadre de leur aide publique au développement et de notre investissement solidaire sur ces deux sujets qui nous réunissent aujourd'hui, à la fois l'éducation et le changement climatique et pour un développement juste et solidaire et durable. Et donc, on est vraiment ravis de pouvoir intervenir et de voir ce webinaire se réaliser qui est très riche dans son contenu et qui montre bien, je dirais à la fois que ces deux thématiques sont intimement liées et qu'aujourd'hui, on ne peut pas envisager l'atteinte des objectifs du développement durable sans intégrer ce nexus, ce lien indissociable entre éducation et lutte contre le changement climatique. On n'en est que trop témoin. De multiples crises nous affectent le monde. Elles se multiplient, elles sont protéiformes, que ce soit des crises humanitaires, politiques, climatiques. Et on est toujours au regret de constater que l'éducation et la scolarité formelle ou non formelle des enfants passent encore trop souvent dans ces contextes au second plan. Et vous le dites dans votre programme, l'éducation comme victime du changement climatique et je dirais même plus globalement de tous les changements et de toutes les crises qui peuvent avoir aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que la France est très engagée dans l'éducation et l'éducation dans tous les contextes, que ce soit évidemment une éducation formelle ou non formelle, et y compris dans les situations de crise. Vous connaissez notre engagement à ce sujet qu'on réaffirme. Vous avez aussi sûrement entendu notre ministre délégué qui
à plusieurs reprises hein, à insister sur les défis climatiques qui traversent le monde et comment la France est déterminée pour s'engager à répondre à ces défis à travers l'investissement solidaire qui est au cœur de notre diplomatie et l'éducation restera un des piliers malgré les contextes, je dirais, politiques, financiers et budgétaires qui nous traversent. L'éducation reste au cœur de notre priorité. Et l'éducation au développement durable. Donc, je dis l'éducation en premier lieu et l'éducation de base. Je me permets de remontrer cette stratégie qui est donc la stratégie de la France pour la période 2024-2028, qui a été élaborée avec bon nombre de partenaires, dont plusieurs sont représentés ici aujourd'hui, parce que évidemment, ces sujets dépassent le champ d'action d'un pays et qu'on doit travailler de manière collectée, connectée, conjointe, dans une dynamique pluriacteur pour pouvoir tirer le meilleur parti de notre efficacité, de notre efficience dans un contexte, qu'on le sait, très contraint. Donc, parmi les axes de cette stratégie que la France a lancée en 2024, il y a l'éducation au développement durable, donc qui est vraiment au cœur de notre stratégie éducation, mais qui est aussi de plus en plus un levier central de notre stratégie climat. Et donc, d'ailleurs, même en travaillant cette intervention, on a travaillé avec la direction climat et je salue ici Alan qui est dans l'équipe qui a travaillé à la préparation de cette intervention voilà, pour vous dire que, y compris en interne au sein du ministère, on travaille à une meilleure articulation entre les sujets climatiques et les sujets éducation. Parce qu'on a besoin de cohérence, on a besoin à la fois d'intégrer les sujets de changement climatique dans l'écosystème éducatif. Donc, vous en faites la démonstration aujourd'hui et nous, dans les instances multilatérales, dans l'ensemble de notre dialogue bilatéral, on pose l'éducation comme une priorité, mais aussi on rappelle l'éducation au développement durable parmi ces priorités. Et à l'inverse, on cherche à démultiplier les échos qu'on peut avoir dans les écosystèmes qui travaillent du climat, dans les COP, pour vraiment faire en sorte que l'éducation devienne un fil conducteur et qu'on ne puisse pas parler de climat, de changement climatique, de biodiversité sans intégrer une dimension éducation. Je fais souvent ce parallèle puisque dans la stratégie, enfin, dans mon équipe, on travaille à la fois sur les sujets de genre et sur les sujets d'éducation. Je pense qu'on a cette articulation à trouver de la même façon qu'on a progressivement au fil des années transversalisé le genre, c'est-à-dire intégré le genre dans l'ensemble de notre action, mis les lunettes genre pour regarder notre action parce qu'on sait qu'elle est plus efficace. Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire la même chose avec l'éducation, c'est porter ces lunettes éducation pour promouvoir l'éducation dans toutes les enceintes, y compris celles qui ne traitent pas des sujets éducation, et l'éducation au développement durable en est l'illustration. Voilà, donc à la fois à l'échelle de notre position internationale, on défend l'éducation au développement durable, y compris dans notre position aussi en interne, en national. On essaye d'avoir des écoles plus vertes d'avoir aussi un engagement très fort en faveur de l'éducation environnementale dans les curricula. Et c'est aussi ce qu'on promeut dans les enceintes multilatérales, dont l'UNESCO. Et donc, pour y arriver, on est convaincu que la dimension communautaire, la dimension partenariale, le soutien de la société civile et de l'ensemble des acteurs que vous représentez est vraiment crucial parce que, avant tout, c'est une thématique comme beaucoup d'autres qui a besoin d'être portée à toutes les échelles, au niveau le plus local, parce que c'est là qu'on voit les premiers effets, et que ça soit aussi porté au niveau politique. Je termine. Merci, Je termine merci. Oui, pardon. Oui, je termine en disant que voilà, on rappelle notre engagement politique et y compris financier, qu'on est ravis d'avoir contribué à ce rapport et à tous les travaux sur les liens entre éducation et changement climatique. Et on est ravis d'avoir fait cette introduction. Merci beaucoup. Merci pour cette introduction très claire. Merci à vous et sans plus tarder, nous allons laisser la parole au représentant de l'AFD. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Merci à la coalition et merci
à notre ministère pour cette introduction et cette mise dans le contexte. J'ai quelques minutes donc pour essayer de d'éclairer les enjeux d'investir en éducation face aux enjeux du dérèglement climatique. Il y avait quelques slides que j'avais, si on peut euh, Oui, je les partage. présenter les slides. Donc en fait, voilà, on a prévu donc peut-être le slide 2, un certain nombre je crois que pour bien éclairer l'enjeu à l'investissement en éducation au changement climatique, c'est aussi de se rappeler le contexte. Alors pardon si ces courbes sont parfaitement connues de certains d'entre vous. On a clairement une augmentation des émissions de CO2 dans l'atmosphère. Ce niveau d'émission est en très forte croissance. Hein. On a seulement quelques pays qui ont réussi à inverser la courbe d'émission. Mais aujourd'hui, on est dans une perspective de dérèglement climatique croissant. Slide suivant. De fait, ouais, on peut passer au slide 3. Merci beaucoup. Et donc, J'ai un souci, j'arrive ah, de partage, mais j'arrive. ok. Donc en fait, on a une élévation de température très forte. On a enregistré une température l'année dernière hein, qui a jamais été aussi élevée depuis qu'on a des données sur la température. Euh, on a également, si on regarde la surface euh, des glaces. On a également une surface de glace qui est en très forte diminution avec un effet d'accélération puisque vous savez que dans la glace est capté également, il y a un réservoir également de CO2. Et donc, le risque d'élévation du niveau de l'eau est amplifié avec des zones côtières hein, qui sont aujourd'hui immergées, avec des inondations de plus en plus nombreuses, de plus en plus invasives, et un certain nombre de territoires qui pourraient disparaître en plus sur des zones extrêmement peuplées, notamment dans l'hémisphère sud. Du point de vue de la slide suivante, du point de vue de la biodiversité, on a une très forte tension sur les ressources naturelles. On a quasiment 70% hein, de l'écosystème terrestre qui est menacé, 40% des océans, une extinction de masse très forte, même sans précédent, liée à à cette pression de l'activité humaine sur la nature, avec une capacité de la nature à, à pas pouvoir se renouveler Coupez vos micros, ceux qui n'ont pas la face. parole, coupez vos micros, s'il vous plaît. Ouais, voilà. Slide suivant. En parallèle hein, de cette situation de crise climatique et de crise des ressources de la planète, on a une très forte évolution de la démographie mondiale. Euh, voilà, il y a une croissance de la démographie très très forte ces dernières 50 années et en particulier notamment sur le continent africain. Une population aujourd'hui à plus de la moitié qui a moins de 20 ans, avec 30 millions de personnes hein, en Afrique qui arrivent sur le marché du travail, alors que 13,6 milliards de personnes sont fragiles face à la déréglementation climatique. Donc déjà, on voit qu'on a toute une population, toute une nouvelle génération qui arrive, qui est confrontée à cette crise climatique. Et on voit bien que si cette population n'est pas préparée à s'adapter, à comprendre les effets de cette crise climatique, de cette crise écologique, bien en fait, on la prive de pouvoir s'adapter à cette situation.
mais également si elle n'est pas accompagnée à travers l'éducation, à travers la formation professionnelle, elle n'est pas non plus en mesure de pouvoir prendre des leaderships pour pouvoir contribuer à l'atténuation de cette crise climatique. On en est presque à se dire qu'aujourd'hui, un pays qui n'investit pas dans l'éducation de sa jeunesse vis-à-vis de cette démographie privera sa population de pouvoir s'adapter à cette situation de crise. Donc, il y a des enjeux sur l'éducation qui sont colossaux et notamment dans les dans les continents qui bénéficient d'une très forte croissance démographique. Slide suivant. Alors, cette population, évidemment, elle a besoin de s'inscrire dans un développement économique, social durable compatible avec les ressources de la planète et résiliente. Et donc, elle a besoin d'accéder aux ressources énergétiques, elle a des besoins en énergie, elle a besoin de se déplacer, elle a besoin aussi de se loger, mais l'éducation, c'est aussi pour permettre une éducation pour tous, de qualité, pour permettre à tous les enfants d'avoir une place à l'école. C'est aussi des constructions. On sait que la construction un très fort secteur contributif au taux d'émission de CO2 et donc un secteur très fortement émissif. Et on sait que la surface construite sur Terre aura besoin quasiment d'être doublée par rapport à la surface existante d'ici 2060. Slide suivant. En particulier en Afrique, on a aujourd'hui, on considère qu'on a à peine 30% de la surface construite existante par rapport aux besoins auxquels on est confronté. Vous avez vu la croissance démographique et on considère que d'ici 2060, il faudra accroître de 70% la surface construite déjà existante. Donc c'est le cas pour les écoles, c'est le cas pour les collèges, les lycées les universités. Un autre secteur émissif, hein, mais aussi majeur, slide suivant, c'est le secteur agricole. Le secteur agricole, c'est quand même le secteur aujourd'hui encore le plus employeur dans majorité de pays, hein, et notamment le continent africain. En l'occurrence, il est très fortement impacté par le dérèglement climatique, mais il assure aussi l'autonomie alimentaire des populations et donc, on imagine l'ampleur des transformations à opérer sur les métiers, sur les compétences, sur les connaissances pour permettre aux populations qui sont euh, dépendantes du secteur agricole, qui travaillent dans le secteur agricole, de pouvoir s'adapter à cette crise climatique. Slide suivant, comme le disait Léa en introduction, effectivement, le secteur éducation est à la fois très fortement impacté par le dérèglement climatique, mais c'est également un vecteur majeur, nécessaire, indispensable pour réussir cette transition climatique. On a déjà donc un secteur qui est très fortement impacté, alors même qu'aujourd'hui, 50% des pays ne prennent pas en compte le changement climatique dans le cursus, que les professeurs ne sont pas, considèrent que cette thématique est un enjeu majeur dans l'enseignement et que la majorité des jeunes hein, dans le monde entier ne sont pas en mesure d'expliquer les problématiques du climat. Et ce qui crée d'ailleurs un éco-stress très important chez les jeunes vis-à-vis de l'incompréhension qu'ils ont vis-à-vis de cette crise climatique. Alors l'AFD, en tant qu'opérateur de la politique de l'État et comme le disait Marie du ministère, est très engagée dans la transition climatique. C'est le slide suivant. Merci. Nos axes d'intervention ils concernent évidemment l'accompagnement des parcours éducatifs, accompagner le développement de ressources pédagogiques, réinsérer la question de la transition écologique dans les cursus à l'école, accompagner les enseignants, accompagner les professeurs. On dit qu'il faut à minima 48 heures de formation d'un enseignant pour qu'il puisse
débattre, aborder la question de la crise climatique avec les élèves correctement. C'est sur le champ de l'emploi, Monsieur accompagner Bertrand, Oui, on est pris par le temps, vous pouvez chuter. oui, très bien. Voilà. Et donc accompagner les enjeux de transformation d'emploi. Et on a aujourd'hui 85 millions d'euros de nos interventions qui ont une contribution directe à la transition climatique. Je conclus avec le dernier slide. Le bilan, c'est que aujourd'hui, les créations d'emplois qui émergent de cette transition climatique et notamment tous les secteurs qui sont en développement liés, notamment sur le secteur de l'énergie, on a besoin d'investir en compétences, en formation professionnelle. Il faut le faire à l'avance et il faut le faire localement pour permettre à une main-d'œuvre, si possible la main-d'œuvre la plus vulnérable, la plus impactée par le dérèglement climatique, de profiter de toutes les créations d'emplois, de toutes les transformations d'emplois qui vont être créées. Sans quoi, il y aura un accroissement des inégalités, les populations les plus vulnérables qui seront les plus impactées, et on sait que cette inégalité est cause d'une crise sociale, d'une crise politique, d'une crise économique. En conclusion, la transition Non. écologique pour la réussir, c'est à la fois un investissement en technologie, en nouvelles techniques, en recherche, mais pas que. Et on voit bien combien il faut également accompagner avec des investissements sociaux qui portent sur l'éducation, qui Merci, portent sur merci, la merci, formation Monsieur professionnelle. Bertrand. Merci à vous. C'est très bien. Vous nous avez montré la situation avec des données probantes qui interpellent à l'action. Nous vous disons merci. Et on va passer la parole euh, à Monsieur Taïro Traoré de la coordination du Burkina Faso qui va essayer de nous faire l'état des lieux, des enjeux de l'éducation Excuse-moi, à ah, la... Oui, je suis désolée. Non, c'est UNICEF Sénégal qui doit intervenir. Tu peux? alors là, ce que nous avons comme programme, c'est... D'accord. Ok, c'est Monsieur Chekumbo qui doit intervenir. Non, c'est UNICEF Sénégal. C'est malin. Monsieur Mala. D'accord. Merci, merci beaucoup. Monsieur le représentant de Voilà. l'UNICEF du Sénégal. Laisse un tout petit peu comme ça. Oui. Quels sont les impacts des catastrophes climatiques sur les systèmes éducatifs et comment y faire face? Monsieur Malam, vous avez 10 minutes. Vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci. Je voudrais d'abord commencer par remercier les organisateurs, la coalition et notamment la COSYDEP et tous les participants. Et remercier les panélistes et également tous les partenaires ici présents. Je tiens à d'abord dire que c'est un honneur pour moi de prendre la parole, de m'exprimer sur un sujet d'une importance capitale. Et pour aborder le sujet, je vais éviter de l'aborder dans un sens unique pour sous-entendre que l'éducation est par essence victime, c'est-à-dire vulnérable nécessairement aux risques et aux chocs climatiques, sans en être la solution ou en être capable d'adaptation ou de résilience. Je vais tenter d'aborder le sujet sous deux angles, c'est-à-dire l'examiner sur les deux faces en tant que droit fondamental et levier de résilience, mais montrer que l'éducation peut être à la fois victime, mais aussi un outil de réponse au changement climatique. Euh, Nous allons dans une première partie parler très rapidement des effets du changement climatique sur l'éducation et particulièrement sur les enfants. Nous commencerons ainsi par relever que l'éducation et le climat sont indissociables, l'un pouvant impacter l'autre. Et aujourd'hui, nous pensons que, au-delà des conséquences ou des effets, comment aborder l'éducation en tant que
euh, levier de transformation, levier de changement vers le développement durable. En fait, nous savons tous que les objectifs de développement durable sont directement impactés par le, les changements climatiques. Aussi bien l'ODD 4 en termes d'accès et de qualité à une éducation équitable tout au long de la vie de tout être humain. D'autres ODD, la lutte contre l'ODD 13, lutte contre les changements climatiques, mais également de manière indirecte l'ODD lié à la pauvreté, notamment l'ODD 1, l'ODD 3 lié à la santé, l'égalité des sexes et les inégalités, notamment l'ODD 10. Donc, de manière globale, si nous ne prenons pas des mesures fermes, les objectifs de développement durable seraient fortement menacés. Et si l'on se réfère au contexte africain et notamment du Sénégal, les catastrophes climatiques, les inondations, la sécheresse, les vagues de chaleur, les tempêtes perturbent régulièrement le fonctionnement des écoles et des enfants nécessairement, parce que ce sont des centaines, voire des milliers d'enfants qui sont déscolarisés temporairement ou définitivement à cause de la dégradation de l'environnement. Nous avons également, d'un point de vue territorial, les, les zones rurales, les régions côtières. Par exemple, au niveau du Sénégal, la zone de Saint-Louis, notamment les régions côtières. Il y a aussi les questions liées au stress hydrique, à la migration climatique, la précocité hivernale dans le sud du pays, au Sénégal, par exemple, l'insécurité alimentaire, tout cela pouvant impacter la santé, la concentration, la fréquentation scolaire des enfants, la dégradation des infrastructures scolaires, des toits qui peuvent être arrachés, des salles inondées. On l'a vu récemment au niveau de Dakar, dans la zone de Bakel, et les difficultés de transport des élèves dans des zones reculées ou inaccessibles confrontées donc à ces conséquences climatiques. Et en plus de ça, nous voyons également que la pauvreté extrême des familles liées au changement climatique peut amener certains parents à enlever, certains parents donc à utiliser les enfants à d'autres fins et à créer également des traumatismes psychologiques liés aux maladies liées à l'environnement, le paludisme, la diarrhée, etc., la malnutrition. Et sur le plan des rendements scolaires, des performances scolaires, il y a un impact réel et l'étude PISA de l'OCDE l'a démontré, par exemple, pour montrer que les élèves obtiennent de moins bons résultats et apprennent moins durant leur cursus marqué par des années plus chaudes que la moyenne. Et en termes de quantum horaire, nous constatons dans des zones comme Tamba ou Matam que à des périodes de l'année, il y a donc des ajustements qui sont opérés pour ne pas trop affecter le quantum horaire. Et donc, la hausse des températures extrêmes s'accompagne également avec des effets négatifs sur donc, les communautés agricoles qui retirent les élèves, surtout les filles, de l'école chaque fois que les pertes de récolte sont plus importantes en raison des températures élevées. Voilà autant d'éléments qui doivent sensibiliser plus d'un, et notamment les acteurs, à un meilleur engagement pour aborder euh, l'adaptation climatique. Nous allons maintenant parler un peu des conséquences, après avoir abordé donc les conséquences, c'est-à-dire les effets du changement climatique sur l'éducation et particulièrement sur les enfants. Nous voulons maintenant aborder euh, la capacité de l'éducation à être un levier puissant pour une résilience climatique. Avant cela, je voudrais dire que pour l'UNICEF, euh, la résilience se définit comme la capacité des enfants, des communautés et des systèmes à anticiper, à prévenir, à résister, à s'adapter et à se remettre des stress et des chocs tout en faisant avancer les droits de tous les enfants, en particulier les plus vulnérables.
et les plus défavorisés. Un appel à l'action est nécessaire, mais il faudrait aborder la solution à différents niveaux, de manière holistique, voire avoir une approche transformationnelle. Et pour cela, le premier levier sur lequel nous pensons qu'il serait important de mettre le paquet, c'est l'aspect pédagogique. Intégrer l'éducation environnementale et climatique dans les programmes scolaires au Sénégal. Nous savons que euh, le, le curriculum de l'éducation de base prend en compte le domaine éducation au développement durable avec le sous-domaine vivre dans son milieu et le sous-domaine vivre ensemble. Il faut ensuite mettre en place des programmes de résilience scolaire, des écoles vertes, des potagers scolaires, des clubs environnement. Et là, UNICEF, par exemple, avec le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Éducation, nous accompagnons la stratégie du ministère à mettre en place des écoles vertes avec trois composantes, une composante environnement, c'est-à-dire adaptation au changement climatique, une composante pédagogique, mais aussi une autre composante éco-citoyenneté pour amener les apprenants à avoir des comportements transformateurs pour les générations. Il y a qu'il faut développer également des outils numériques et mobiles pour assurer la continuité pédagogique en cas de fermeture temporaire ou définitive. Sur le plan institutionnel, il faut également renforcer la résilience des infrastructures scolaires. Et pour cela, le Sénégal, par exemple, a été soutenu par l'UNICEF, a développé un plan de résilience du système qui prend en compte 5 scénarios de risques, notamment les risques liés aux inondations et ceux liés aux effets du changement climatique. Il faut également, sur le plan institutionnel, mettre en œuvre des protocoles d'urgence en cas de catastrophe pour asseoir un système de réaction et de réponse immédiate, mais aussi former les enseignants et à la gestion des situations de crise. D'où la nécessité d'avoir un volet formation initiale et continue, mais aussi d'agir sur la formation aux risques psychosociaux à l'endroit des enseignants, mais des acteurs de l'éducation. Sur le plan communautaire, il faut sensibiliser les communautés, les engager, mais aller aussi vers le développement de plans d'action volontaristes avec les CGE, par exemple, au Sénégal, pour intégrer la dimension climatique avec vraiment un engagement renforcé des communautés. Il faut également encourager la participation des jeunes dans les initiatives de protection environnementale et communautaire. Sur le plan étatique, il faut intégrer l'éducation dans les politiques nationales de lutte contre les changements climatiques, mais aussi au niveau des outils de programmation et d'orientation budgétaire, veiller à inscrire donc des lignes budgétaires dédiées à la résilience éducative dans les plans nationaux. Enfin, sur le plan étatique, il faudrait aussi travailler à une synergie avec les ministères de l'Éducation, de l'Environnement et de la Santé. Parce que il est nécessaire pour ces départements de travailler en synergie, mais surtout d'avoir des réponses beaucoup plus efficaces et efficientes pour arriver à atteindre les objectifs escomptés. En conclusion, et c'est un appel à l'action, nous pensons que l'école ne doit pas être la première victime du changement climatique, mais bien le point d'ancrage de la résilience des communautés. Aller vers des écoles de la communauté, aller vers des écoles ouvertes à des responsabilités partagées. Ensemble, les gouvernants, les partenaires techniques et financiers, la société civile, les communautés doivent agir pour protéger l'avenir éducatif des enfants face aux défis climatiques. Protéger l'éducation, c'est aussi protéger le futur de l'Afrique. Et c'est en cela que je voudrais vraiment vous remercier pour cette dynamique enclenchée et qui assoit la réflexion sur un sujet majeur qui
touche à la fois les générations actuelles, mais qui permet aussi de poser les jalons d'action concertée, d'action synergique, comme cela a été démontré par les prédécesseurs qui ont Merci, pris la parole. merci, Je vous merci, remercie de votre merci, aimable Monsieur attention. Mann. Merci. Merci beaucoup. Vous avez essayé d'être dans le temps, c'est gentil. Et nous allons passer la parole à, à Monsieur Traoré Taïro, qui va nous démontrer en quoi l'éducation est un levier sous-estimé de l'action climatique. Alors, il aura 10 minutes. Il aura 10 minutes. Monsieur Traoré, vous avez la parole. Bien, merci beaucoup, modérateur, pour la parole. J'ai l'honneur de présenter les conclusions de l'étude de cas euh, menée au Burkina Faso, Madagascar, au Sénégal et au Togo, voilà, sur la thématique du renforcement des pratiques et des politiques éducationnelles, environnement et développement durable en Afrique francophone, bien sûr avec la collaboration de la coalition Éducation France. Alors, donc par rapport au contexte de cette étude de cas menée dans ces différents pays, c'est-à-dire au Togo, au Sénégal, Burkina et Madagascar, c'est des pays qui sont fortement impactés par les effets du changement climatique, et cela à travers de fortes chaleurs, des inondations et des vents violents. Alors, l'Afrique de l'Ouest et le Sahel comptent parmi les régions qui sont les plus exposées au risque dans le monde. Selon les estimations, jusqu'à 13,5 millions de personnes supplémentaires pourraient basculer dans la pauvreté dans le Sahel d'ici 2050, du fait des chocs liés au changement climatique. Alors, ce constat est avéré que l'éducation favorise une action climatique plus rapide et plus efficace vers des trajectoires de croissance encore plus vertes. Alors, une montée progressive dans les agendas politiques de l'EDD est constatée, mais de façon globale, il y a une faible utilisation opérationnelle et financière. Alors, l'éducation n'est l'objectif principal que d'un seul projet sur 591 dans quatre fonds, dans quatre fonds multilatéraux clés, et seulement 1,5% du financement du développement lié au climat est allé au secteur de l'éducation en 2021, selon, bien sûr, la Banque mondiale. Alors, selon l'UNESCO, sur 100 pays étudiés, plus de la moitié ne mentionne pas le changement climatique dans leur propre programme scolaire. Toujours, on constate un manque de données et surtout un besoin commun d'une meilleure compréhension des écosystèmes et des enjeux relatifs à l'éducation, à l'environnement, au développement durable dans chacun de ces pays. Donc, l'éducation à l'environnement, au développement durable est inscrite comme une perspective au niveau des 5 coalitions éducation et une volonté de développer un cadre collaboratif d'apprentissage sur l'IDP. Alors, en termes d'objectifs poursuivis, il s'agissait d'identifier et d'analyser les pratiques en matière d'éducation à l'environnement et au développement durable dans les pays cibles. Voilà, sans être objectif, quoi. Il s'agit aussi de rédiger et diffuser un rapport croisant l'analyse des 4 pays et de mener des actions de plaidoyer sur la thématique. Alors, comme mode de fonctionnement, en tout cas du comité, il y a la revue de littérature, la définition et la conception des outils de collecte, l'analyse des données, la rédaction du rapport et le pilotage du projet est effectué par le comité de pilotage. Et tous les travaux sont menés sur la base du consensus collectif et de la co-responsabilité entre les 5 coalitions. La collecte des données a été faite par les représentants des coalitions du Burkina, du Madagascar, du Sénégal, du Togo, qui sont membres du groupe.
Alors, donc, le copie de l'étude, hein, les noms sont dans les rapports. Nous avons Aouchek Diane de COSDEP Sénégal, et Clément Louise de la Coalition Éducation France, Bagnomo Modeste Nevier, hein, de la Coalition nationale du Burkina Faso, Barona Anaïs de Planète Urgence, Nyakou Esodeguna Armand de la Coalition du Togo, Kaniton Kofi, également de la Coalition du Togo, Martin Vanessa, Action Éducation, Arak Koto Ari, bon, Huguette, je vais m'arrêter comme ça, de la Coalition de Madagascar, et Léa Rambo de la Coalition Éducation France. Alors, en termes de méthodologie, de la réalisation d'une veille et d'une revue de littérature, conseil d'études, de documents politiques, etc. La consultation d'enseignants, il y a eu 127 au Sénégal, 90 au Togo, 37 au Burkina Faso et 175 à Madagascar. Et aussi des organisations de la société civile, donc 11 au Sénégal, 7 au Togo, 15 au Burkina Faso, 27 à Madagascar et des institutionnels. Nous avons 7 au Sénégal, 4 au Togo, 5 au Burkina et 10 à Madagascar. Et tout cela à travers, bien sûr, des questionnaires et des entretiens. Alors, on suit la base des données collectées, l'analyse et la synthèse des enjeux et des dispositifs, et outils et des actions mises en place par les ONC et enseignants voilà, et les institutionnels dans les 4 pays. Alors, donc, on a aussi l'organisation d'ateliers de restitution intermédiaires dans chacun des pays. En France, c'était le 23, nous c'était en janvier, janvier 23, Sénégal, également, oui, mars 2023, le Togo, avril 2023, le Burkina Faso, octobre 2024, Madagascar, décembre 2024, plus au niveau global en novembre 2023, en ligne avec les partenaires voilà, de la collecte de données. Voilà. Alors, il y a, bon, je vais aller plus vite, sinon je vais aller aux principales conclusions. Alors, les principales conclusions du rapport, premièrement, c'est de renforcer l'intégration de l'éducation environnementale dans les cultures et les programmes d'éducation non formelle et de formation. Alors, à ce niveau, il s'agit d'intégrer l'éducation à l'environnement et au développement durable dans les enseignements théoriques. C'est de rendre euh, les acteurs et les actrices, les apprenants à travers des activités pratiques, renforcer les enjeux environnementaux dans les référentiels et programmes de formation. Alors, deux, impliquer et sensibiliser davantage les communautés, promouvoir un accès équitable des filles et des garçons à l'EDD et aux filières porteuses. Grand 2, davantage outiller et former les personnels éducatifs. À ce niveau, il s'agit d'accroître et améliorer les moyens matériels et financiers mis à disposition. Alors, il s'agit aussi de renforcer les capacités des acteurs éducatifs. En grand 3, intensifier les approches intersectorielles et pérenniser les bonnes pratiques. À ce niveau, il s'agit de faciliter le continuum éducation, formation et éducation, environnement, santé, protection, assurer la bonne diffusion et l'exploitation des pratiques. Voilà, donc je pense que c'est l'essentiel des principales conclusions. Alors, donc, je vous remercie en tout cas pour votre aimable écoute. Économie d'une minute, c'est gentil. Si les autres intervenants pouvaient le faire, ça pouvait nous arranger. Merci à vous et nous retenons que vous avez fait l'état des lieux de vos travaux de terrain et sommes fiers, on va revenir là-dessus. On va passer la parole au docteur Sylvain Andrissoa de Madagascar qui aura aussi 10 minutes. Docteur, vous avez la parole. Euh, Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez?
Oui, Oui, Sylvain. Cinq Ok, deux cinq. d'accord. Merci. Donc, déjà, un grand merci aux organisateurs. Et je me présente un peu, je suis Sylvain Rapoutefo, donc je suis enseignant-chercheur à l'Université d'Antananarivo à Madagascar et je suis responsable d'un centre de recherche en éducation environnementale à Madagascar. Tout donc mon intervention ici, puisque je vais un peu capitaliser tout ce qui a été fait à Madagascar dans le cadre de l'éducation au changement climatique. Mais on parle d'éducation au changement. C'est intégré dans notre politique d'éducation relative à l'environnement pour le développement durable. Alors, ma présentation, ça va, comme vous voyez sur les slides, ça va parler surtout du rôle de l'éducation dans tout ce qui est adaptation et atténuation au changement climatique, donc à Madagascar. Donc, juste pour rappeler un peu les cadres stratégiques, pour dire que Madagascar a en fait déjà toutes les politiques, on a déjà les politiques d'éducation relatives à l'environnement qui a été structurée en 2013 et qui est encore valide jusqu'à maintenant. On a la politique d'éducation relative à l'environnement pour le développement durable et au niveau du ministère de l'Environnement et du Développement durable, mais aussi on a déjà aussi mis à jour notre plan d'action national d'adaptation au changement climatique, donc qui mentionne l'intérêt et le rôle primordial de tout ce qui est éducation et communication en matière de changement climatique. Et au niveau du domaine, puisqu'on parle d'éducation, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, on a déjà adopté une réforme curriculaire depuis 2018. Donc, c'est un grand engagement du ministère de l'Éducation. Le programme d'études actuellement du niveau cycle 1, 2 et 3 parle des ODD mais intègre donc ces thématiques changement climatique, que ce soit adaptation et atténuation dans ces programmes d'études. Et nous, on a aussi un comité d'éducation en vue du développement durable au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Donc, c'est ce qui se passe au niveau stratégique et au niveau régional, puisqu'on a 23 régions. Il y a des cellules environnementales, il y a des plateformes régionales d'éducation relative à l'environnement qui assure donc la mise en œuvre de ces politiques et ces plans d'action. Voilà ce qui se passe au niveau cadre stratégique, mais évidemment, comme vous avez le cas de Madagascar, nous, on a les politiques, mais c'est au niveau opérationnel que le bas blesse, puisqu'on va voir tout à l'heure. Mais si on retourne donc aux objectifs de tout à l'heure, quel est vraiment le rôle de l'éducation? Donc, on sait toutes et tous que lorsqu'on parle d'éducation, c'est surtout la co-construction de connaissances, de savoir et surtout les savoir-faire et les valeurs qui sont primordiales en matière d'éducation au changement climatique de chaque individu, mais aussi de toute la population, pour qu'ils adoptent donc les comportements dont on parlait maintes et maintes fois, les comportements respectueux vis-à-vis de l'environnement et aussi les bons comportements pour que chaque individu puisse s'adapter aux impacts et aux faits du changement climatique. Et à Madagascar aussi, on a les approches complémentaires où il y a vraiment l'éducation au niveau formel, mais on utilise aussi l'approche communication pour le développement ou le social and behavior change, promu par diverses ONG en fait, pour tout ce qui est sensibilisation au niveau des individus qui ne sont pas dans le système formel, puisque vous avez, d'après les statistiques de l'UNICEF, on a 6 millions d'enfants scolarisés au niveau primaire et la moitié de ces enfants sont exclus. Donc, il y a aussi donc, de grandes activités par rapport à tout ce qui est éducation non formelle à travers donc, l'approche C40 ou Social and Behavior Change. Et donc, voilà, maintenant, je vais parler quelles sont les approches qui sont développées à Madagascar en matière donc d'éducation pour l'atténuation et l'adaptation. Donc, vous voyez sur les photos, évidemment, les approches pertinentes. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a le mini en fait,
tout ce qui est changement climatique dans notre programme d'études, le nouveau programme d'études qui est en cours. Et cette approche curriculaire, comme on le dit, développement des programmes d'études, évidemment, quand on parle de programme d'études et aussi on parle de changement climatique, une thématique qui est encore nouvelle pour les enseignants, il y a eu la conception de nouveaux outils ou matériels didactiques pour faciliter cette transmission et la construction de connaissances et de savoirs. Pour rappeler un peu Madagascar chez nous, on a fait une inventaire d'outils d'éducation environnementale. On a 140 outils qui parlent d'éducation environnementale, acteurs développés par 63 acteurs. Donc, du coup, pour vous dire qu'on a vraiment une panoplie d'outils qui sont utilisés par les ONG pour accompagner donc ce programme. Il y a aussi la formation des enseignants et le point important, c'est qu'à chaque activité d'éducation au changement climatique, on insiste les établissements à faire des plans d'action à partir des problématiques environnementales et comportementales chez eux. Donc, on essaie, chaque établissement ait un plan d'action qui sera donc un plan d'adaptation, évidemment. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour atténuer face au changement climatique? Donc, sur une école primaire publique à Pilbach, c'est dans la région nord, qui est écrit engagé dans la lutte contre le changement climatique, qui a été appuyé par l'Union européenne et la coopération allemande en partenariat avec le MEN et le MED. Donc voilà tout ce qui concerne l'approche curriculaire. Et une deuxième approche pragmatique, c'est, comme vous avez cité tout à l'heure, ce sont les clubs. Nous aussi, on adopte les approches comportementales à travers les clubs environnementaux. À Madagascar, la statistique qu'on a, c'est qu'on a plus de 1000 clubs environnementaux au niveau des établissements scolaires, des clubs environnementaux. OK? Et finalement, oui, et finalement, donc, une dernière approche, l'approche soft, on dirait, puisque lorsqu'on parle surtout donc, du changement climatique, avec les effets néfastes du changement climatique, avec le partenariat de UNICEF Madagascar et le MEN, ils ont développé un modèle de construction qui va être résilient au changement climatique. Donc, surtout avec les briques pressées, puisqu'on sait que lorsqu'on construit les établissements scolaires avec le ciment, vous avez dit tout à l'heure que tout ce qui est infrastructure, c'est vraiment ça va encore polluer plus, ça va rejeter plus de carbone. Donc, on a laissé le ciment, mais ils ont utilisé donc des briques pressées pour pour éviter donc l'utilisation des ciments. Il y a plus, la toiture n'est pas faite avec des fers, mais surtout avec des matériaux qui va atténuer donc la chaleur, les fortes chaleurs, évidemment. Donc, ces constructions vont être va suivre les normes pour éviter donc les cyclones qui sont vraiment les effets, les impacts du changement climatique à Madagascar. Et finalement, donc, il y a des sensibilisations au niveau des communautés pour que les communautés même puissent entretenir ces infrastructures, ne pas éviter que Docteur on Sylvain, va dans une recourir minute. toujours au Docteur Sylvain, ministère dans une centraux minute. pour... OK. Et donc, c'est à peu près tout cela. Juste une minute pour conclure, c'est que on parle du rôle de l'éducation dans le changement climatique. On a dit tout à l'heure, c'est l'adoption de bons comportements, l'acquisition des savoir-faire. Ici, la plantation, on est fort en reboisement à Madagascar. Si vous suivez les nouvelles, tous les ministères sont là-dedans pour qu'il y ait des reboisements, que ce soit scolaire, mais aussi au niveau de la communauté et les engagements citoyens à travers les activités qu'on dirait, qui vont s'adapter à atténuer le changement climatique et la mobilisation de jeunes. Donc, ce sont les rôles de l'éducation au changement climatique que j'ai partagé pour le cas de Madagascar. Merci Merci. pour les slides. On va partager. Merci à vous. Merci beaucoup pour la synthèse de vos travaux au niveau de Madagascar. Nous allons passer la parole à Madame Farida Sonia, qui va nous parler des réformes politiques nécessaires. Madame Farida, vous avez 7 minutes, 7 minutes chrono. Vous avez la parole. Allô, Madame Farida? Oui, bonjour. Votre intervention. Bonjour.
Merci beaucoup pour l'opportunité. Je suis Farida Tiemtoré. Je suis blogueuse, présidente d'une organisation de jeunes filles appelée le Réseau des héroïnes du Faso. Et je fais partie aussi des organisations de jeunes travaillant avec la Coalition nationale pour l'éducation pour tous au Burkina Faso. C'est un plaisir pour moi d'aborder la thématique sur le renforcement de l'éducation pour et face au climat, quelles réformes politiques pour le Burkina Faso. Je vais d'abord commencer par une introduction qui nous montre concrètement pourquoi en fait nous devons agir maintenant. Et je vais me baser sur le contexte de mon pays, le Burkina Faso, qui depuis quelques années est marqué par un contexte climatique, social, sécuritaire critique, voilà, à travers, d'une part, des sécheresses accrues, l'avancée du désert, une pression sur les ressources naturelles, mais aussi les déplacements en fait des populations appelées PDI, qui ont engendré logiquement de nombreux enfants déplacés internes. Et face justement à tout cela, il est important en fait pour chacun de nous de penser l'éducation pour et face au climat, car c'est une urgence politique, pas un luxe. Euh, je ne saurais en fait commencer mon intervention sur les réformes politiques sans revenir en fait sur l'engagement des organisations de jeunes que nous sommes, parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous et toutes conscients que pour parvenir à un changement, les jeunes doivent être impliqués. Et nous avons eu la chance, nous, c'est-à-dire 6 organisations de jeunesse, depuis 2022, nous avons eu la chance justement de travailler, de collaborer avec la CNEPTBF, voilà, sur les thématiques relatives à la justice climatique et à l'éco-citoyenneté. Nous avons mené de nombreuses actions, que ce soit en ligne et sur le terrain, pour sensibiliser, mobiliser, proposer des solutions concrètes, parce qu'on est conscient que ce soit pas le digital, que ce soit pas les actions terrain, que les décideurs nous écoutent, la société civile y est. Et donc, nous avons axé justement nos interventions sur 2 points que sont le digital et aussi le terrain. En ce qui concerne le digital, nous avons mené pas mal de campagnes digitales à travers la diffusion d'affiches, de vidéos sur les réseaux sociaux. Nous avons rédigé en fait des billets de blog mettant en avant des jeunes champions et championnes de la justice climatique et de l'éco-citoyenneté afin que ces derniers partagent leur expérience. Nous avons tenu des webinaires avec des experts pour mieux comprendre en fait la thématique de la justice climatique et de l'éco-citoyenneté. Parce que vous savez, en tant que jeune, c'est tellement important de renforcer incessamment les capacités dans ce domaine pour mieux en fait déployer la lutte. Nous avons aussi tenu un TikTok live. TikTok qui aujourd'hui est un réseau social très bien utilisé par les jeunes et les adolescents pour justement toucher un public jeune. En tant qu'organisation de jeunes, nous sommes conscientes que nous devons amener nos pairs avec nous vers le changement. Donc, à travers ce TikTok Live, on voulait vraiment amener les adolescents et les jeunes à mieux comprendre davantage la thématique de l'éco-citoyenneté et de la justice climatique et d'adopter de bonnes attitudes. Ensuite, pour l'aspect terrain, sur le terrain, nous avons mené un forum national que nous avons d'ailleurs mis en place. Et en passant, je tiens vraiment à saluer la CNEPT qui, dans toutes ses actions, fait de la co-création avec les jeunes. Ce forum, nous l'avons pensé ensemble. Nous avons été des acteurs clés, nous avons été des intervenants lors des panels. Et ça a été vraiment un espace d'échange et de co-construction de propositions. Parce que logiquement, quand les jeunes sont impliqués, ils sont plus aguerris en fait à faire des propositions. Nous avons aussi tenu une foire de promotion de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, ainsi que des initiatives portées par des jeunes, pour donner davantage de la visibilité aux jeunes qui osent justement se lancer dans le domaine. Nous avons tenu des ateliers de recyclage de punais pour montrer en fait à quel point l'éducation pratique peut favoriser une économie circulaire plus forte. Nous avons tenu aussi des causeries éducatives dans les établissements scolaires pour éveiller en fait les consciences des tout petits, parce que c'est important de commencer dès le bas âge. Et toutes ces actions en fait que nous avons menées montrent à quel point les jeunes que nous ne sommes pas simplement des bénéficiaires, mais de véritables acteurs de changement. Et ça montre aussi que lorsque l'éducation au climat est participative, elle est concrète et elle est adaptée, elle produit des résultats.
parce que nous avons eu des résultats à travers les nombreuses campagnes en ligne et terrain que nous avons menées. Cependant, nos efforts ne peuvent être pérennes sans des réformes politiques ambitieuses, cohérentes et soutenues. Nous sommes jeunes, mais malheureusement, nous ne sommes pas les décideurs. Donc, on a compris que c'est important que nous plaidons. Et plaider pourquoi? Plaider en faveur des réformes articulées autour de 3 axes fondamentaux que sont euh, l'institutionnel, l'aspect pédagogique et l'aspect financement. Et au niveau institutionnel, notre conviction, en fait, en tant que jeunes, en fait, c'est de voir, en fait, l'éducation plus participative, qu'elle ne soit plus une initiative portée seulement lors des projets, en fait, des ONG ou des partenaires techniques et financiers, mais qu'elle soit, en fait, portée par l'État, qu'elle soit intégrée, en fait, dans les politiques nationales. Et comme vous le savez, cela nécessite, en fait, une intégration explicite de l'éducation climatique dans les documents stratégiques du ministère de l'Éducation nationale, notamment le plan sectoriel de l'éducation et les curricula d'éducation et de formation. Cela nécessite aussi une articulation forte, en fait, entre le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Environnement, les communes et les directions provinciales pour éviter, en fait, les doublons et harmoniser les efforts, surtout sur le terrain. Ensuite, au niveau pédagogique, nous estimons, en fait, en tant que jeunes, que l'éducation pour le climat doit être, en fait, une matière à part afin de donner des compétences pratiques et ancrées dans le vécu des élèves. Et pour cela, nous estimons en fait qu'il faut qu'il y ait en fait une révision des curricula pour y intégrer des enjeux climatiques. Nous estimons aussi qu'il faut en fait la production de supports pédagogiques en langue nationale, parce qu'au Burkina, nous avons une diversité de langues nationales. Et par exemple, nous pouvons produire justement ces supports pédagogiques en Moré, en Fulfundé, en Djoula, en Goulmasséma, qui sont les langues les plus parlées en fait au Burkina Faso, pour que Merci l'éducation en beaucoup, fait parle Antonia. aux enfants Merci dans beaucoup. leur langue et leur culture. Nous avons aussi en fait une formation initiale et continue des enseignants et encadreurs pédagogiques sur les enjeux Madame écologiques. Sonia, c'est très gentil. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes pris par le temps. Nous sommes Ok, pris bah, par le temps. je vais peut-être terminer par mon appel à l'action. C'est de demander en fait aux États, aux élus, aux enseignants, aux partenaires, à la société civile, de faire de l'éducation climatique une priorité humaine, sociale et politique pour sauver en fait des vies. Merci. Merci beaucoup, Madame Farida, c'est gentil. Nous allons passer la parole à Madame Yao, qui va réagir. Elle est la directrice de l'environnement au ministère de l'Environnement du Togo. Elle va réagir par rapport aux réformes nécessaires entreprises au Togo. Madame la directrice, vous avez la parole. Allô? Vous nous entendez? Attendez. S'il vous plaît, Madame, lui, c'est comme elle a un problème de micro, vous pouvez... Oui, c'est bon, elle s'est réactivée normalement. Oui. Bonjour, vous m'entendez maintenant? Oui, Vous m'entendez? oui, on Oui. vous entend. Oui, Vous on vous entend m'entendez? déjà. Ok, merci beaucoup. C'est Bonjour pour à votre tous. Je présentation. remercie mes prédécesseurs pour les éléments d'information, surtout les rapports et les pertinentes recommandations qui ont été formulées. Donc, pour apporter quelques compléments d'information à ce que le rapport a relevé, que je reconnais également pertinent, je vais organiser, vous présenter les informations en 2 temps. Bon, d'entrée, dire qu'en termes d'introduction, en guise d'introduction, pardon, on reconnaît que l'éducation, changement climatique
aide les individus à comprendre les conséquences de la crise climatique et à y faire face en leur transmettant des connaissances, des informations compétentes, les valeurs et également les attitudes nécessaires pour devenir des acteurs du changement. Parce que c'est une œuvre de longue haleine, il faut agir sur le changement pour pouvoir et que les gens s'engagent à changer de mentalité et de comportement. Et ensuite, cette crise également s'ajoute à celle des apprentissages et appelle à la mise en place des systèmes éducatifs capables d'assurer un accès continu à l'éducation pendant des périodes imprévisibles, c'est-à-dire des périodes de crise ou en situation de catastrophe liée au changement climatique. Et je pense que c'est dans cet ordre d'idées que les recommandations ont été formulées pour améliorer. Madame Myri, la voix, on ne vous entend pas très bien, s'il vous plaît. Ah, OK. Maintenant, c'est bon? C'est bon maintenant? Allô, c'est bon maintenant, on peut aller? Oui, c'est bon. D'accord, Oui, merci oui, c'est beaucoup. bon. Donc, slide suivant. C'est bon. Je vais améliorer, excusez-moi. Slide suivant. Donc, comme je le disais, au niveau du Togo, j'ai organisé la présentation en deux parties en termes stratégiques, c'est-à-dire l'existant, quelles sont les dispositions politiques qui ont été déjà prises. Donc, depuis 2001 ou 1999, il y a eu un processus d'élaboration du plan national d'action pour l'environnement, le PNAE, qui a été validé en juin 1999 et adopté par le gouvernement en 2001. Et l'objectif de ce processus était, entre autres, d'assurer ou d'améliorer la capacité nationale de gestion de l'environnement et des ressources naturelles pour la promotion d'un environnement, d'un développement durable du pays. Donc déjà à l'époque, les questions de développement durable étaient déjà mises en avant et spécifiquement, il était question d'élaborer, adopter et mettre en œuvre, promouvoir également une politique en la matière d'environnement, développer des outils et des projets, programmes pertinents pour la gestion stratégique de l'environnement et des ressources naturelles visant l'amélioration et la qualité du cadre de vie des populations. Suivant. Donc, promouvoir, entre autres, bon, comme les gens auront la présentation, donc ce sont les principaux objectifs de ce plan national. La voix Ensuite, il y baisse a eu toujours. la politique de l'environnement aussi qui a été élaborée en 1998 et révisée en 2011. Mais cette politique cible la question de conscientisation des populations pour l'amélioration et la préservation du cadre de vie, donc l'environnement, mais ne spécifie pas clairement les questions d'éducation, mais c'est sous-entendu dans cette question ou sur la thématique de conscientisation et met l'accent sur plutôt des principes directeurs liés à l'éducation. Suivant. Suivant, s'il vous plaît. Oui, et ces principes, c'est entre autres le principe de développement durable, donc qui est revenu mis en exergue, le principe d'information, le principe de prévention et le principe de précaution. Donc, je pense que tous ces principes-là mettent en exergue ou c'est sous-entendu, c'est dans le domaine de l'éducation, la formation que ces principes sont proposés. Suivant. Donc, au niveau toujours des politiques, il y a la loi cadre sur l'environnement qui a été élaborée et qui a vraiment ciblé ou pris des dispositions au niveau de la section 4, particulièrement les articles 30 à 32, donc 30, 31, 32, qui mettent un focus sur l'éducation environnementale. Et l'article 21 stipule que les ressources dédiées à l'éducation environnementale devraient venir du Fonds national pour l'environnement. Et le Fonds national pour l'environnement doit mobiliser, entre autres, les taxes et les recettes liées à l'exploitation, par exemple, de la forestière ou
aux questions d'émissions. Actuellement, il y a la TVM, par exemple, la taxe sur les véhicules à moteur. Donc, tout ce qui est perçu comme taxe liée à la pollution de l'environnement doit être versé dans ce fonds-là. Et en retour, ce fonds doit servir à promouvoir l'éducation environnementale et la recherche en la matière. Et il y a également la signature de la déclaration. Le gouvernement a signé à Dubaï lors de la COP28 la déclaration régionale sur le renforcement de l'éducation au changement climatique en Afrique de l'Ouest. Et actuellement, il y a le CILS qui est en train de développer un projet régional pour appuyer l'ensemble des pays du CILS à renforcer vraiment cette question, surtout la mobilisation. Nous savons qu'une chose est de prévoir ou prendre les politiques, mais l'autre, c'est d'aller à la mise en œuvre. C'est la mise en œuvre nécessitant les moyens financiers qui est difficile. Et donc, le CILS va aider les pays de l'Afrique de l'Ouest à mobiliser les ressources pour vraiment renforcer la question de l'éducation environnementale et les changements climatiques particulièrement. Suivant. Donc, oui, au plan opérationnel, il y a eu un guide de l'enseignant qui porte sur l'intégration des notions de réduction des risques de conflit, de Madame catastrophes. Méry, puisque nous Oui, aurons le document, des changements climatiques, OK. on va Et devoir donc, vous ce interrompre. guide-là vise à intégrer ces notions et se greffe sur certaines matières, disons, ici prêtes, telles que l'histoire, géographie, SVT, le français. Il y a eu également l'élaboration d'un programme d'éducation civique et morale qui a consacré des chapitres sur l'environnement, l'éducation environnementale, la création des clubs environnementaux dans certains établissements scolaires Madame Méry, et l'institution on peut chuter, Madame Méry. de la rentrée verte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, Comment intégrer pleinement l'éducation Non, au climat pardon, dans les... excuse-moi, il y a d'abord Monsieur Abdoulaye Faye qui n'a pas pu faire sa présentation. C'est d'abord Monsieur Abdoulaye Faye. Allô? Oui, c'est d'abord Monsieur Abdoulaye Faye avant de passer à la partie sur les financements. D'accord, ok. Allez-y, Monsieur Faye. Merci beaucoup. Je pense que j'ai 7 minutes, hein. Donc voilà, je voudrais vous remercier pour cette invitation. Est-ce possible de partager quelques diapos? Donc je voudrais vous remercier pour cette opportunité de pouvoir discuter sur une question importante qui porte sur l'éducation au changement climatique, donc qui est aujourd'hui, voilà, donc reconnue. Est-ce que la présentation, elle est là, elle est visible? Vous Oui, voyez oui, mon oui, écran? oui, c'est visible. Merci beaucoup. Voilà, en fait, je vais aller très vite compte tenu du timing. Donc, pour partager un peu, voilà, donc l'expérience sénégalaise en matière d'éducation au changement climatique, en termes de réforme, mais aussi en termes d'actions menées, donc, et qui colle bien avec le thème central, l'éducation comme levier sous-estimé de la résilience climatique, compte tenu du rôle et de l'importance de l'éducation. Comment renforcer l'éducation pour faire face au changement climatique? Juste rappeler le contexte national qui est marqué aujourd'hui par un certain nombre de processus qui sont articulés au contexte international, notamment avec les accords et les programmes. Il y a l'agenda 2030 à travers le programme Initiative Éducation et Développement durable, mais aussi il y a l'accord de Paris sur le climat. Il y a le programme de Glasgow donc, qui porte sur les actions de l'autonomisation climatique, l'éducation, la formation et le renforcement des capacités, le partenariat autour. Et tous ces éléments donc, ont montré dans les dialogues aussi qu'on a eu depuis ce matin la place de l'éducation, donc, qui sont essentiels pour accompagner le processus de transformation des attitudes et des comportements. Dès lors, l'école, ici l'école au sens le plus large, donc apparaît comme un élément important donc, pour promouvoir l'action climatique.
Donc, je ne sais pas si mon écran est toujours visible. Oui, c'est bon. C'est bon, hein. Voilà, comme un élément important pour promouvoir l'action climatique. Et ainsi, nous avons eu à mener au niveau régional pas mal d'initiatives qui ont été développées au niveau national. Ces initiatives portent entre autres sur euh, accompagner le processus de réforme qui est en cours, donc des curricula ici, aussi bien les curricula de l'enseignement général que les curricula pour la formation professionnelle, mais aussi pour l'enseignement supérieur. Et dans ce cadre-là, nous avons mené une étude importante avec le soutien du programme Adaptation. Donc là, j'ai pu avoir la présentation à mon niveau. Donc, nous avons mené un programme important avec le soutien du programme Adaptation. Donc, et ce programme nous a permis véritablement de... Est-ce que tu veux nous l'envoyer, Abdullah Faye, pour qu'on la présente? Ok, d'accord. C'est bon, hein? Là, Oui. c'est bon, hein? Là, on Voilà. voit plus. Hmm? On voit plus C'est là. bon. Ah. Oui, il faut juste Vous ne passer voyez, Oui, oui, on voit le slide, il faut juste passer le slide d'après. Ok, merci. Voilà, merci beaucoup. C'est bon, hein? Oui, c'est bon. Voilà, voilà, je disais que nous avons développé une stratégie d'intégration des enjeux climat dans le système d'éducation du Sénégal. Ici, dans le système d'éducation globalement, qui prend en compte aussi bien l'enseignement général, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, avec le soutien de l'adaptation et l'AFD. Et cette stratégie nous a permis véritablement de faire le diagnostic, comment les questions du climat sont prises en compte, mais aussi de définir une stratégie d'intégration qui s'appuie sur trois principes majeurs, ce qu'on appelle le continuum éducatif, l'approche par les compétences et la prise en compte de l'égalité et de l'équité de genre. Et cette stratégie aussi a permis de faire le diagnostic, comme je l'ai dit, de toutes les disciplines, en partant du curriculum de l'éducation de base, en passant par la formation professionnelle aux différents métiers, et mais aussi en abordant l'enseignement supérieur avec les différentes formations qui sont menées. Et cette étude est adossée à une stratégie dont l'objectif global, c'est de renforcer les capacités et les compétences des acteurs. Et cette stratégie est déclinée au niveau sous-sectoriel, aussi bien les sous-secteurs de l'enseignement général, les sous-secteurs de la formation professionnelle et les sous-secteurs de l'enseignement supérieur. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'accompagner ces différents, ces différents ministères dans la mise en œuvre à travers un plan d'action, mais aussi à travers des initiatives qui sont actuellement en cours et dont, parmi lesquelles on peut noter la deuxième phase du programme Adaptation, donc qui est en train d'être menée au niveau du ministère de l'Enseignement général, donc qui va accompagner véritablement à définir donc un modus operandi pour accompagner les projets d'école. La valeur ajoutée du programme Adaptation au Sénégal, c'est un appui innovant qui a permis d'accompagner véritablement la prise en compte des enjeux climat compte tenu de la place du changement climatique dans le système éducatif. Le changement climatique étant transversal, presque abordé dans toutes les disciplines. Ici, cette stratégie, cet appui a permis véritablement d'avoir un fil conducteur pour tenir en compte cette dimension de continuum éducatif, pour donner plus de cohérence à nos programmes. Et aujourd'hui, donc, la mise en œuvre est en train d'être accompagnée. Aujourd'hui, avec Adaptation au niveau de l'enseignement général, avec les GIZ, avec le projet REFOP, la réforme de l'enseignement professionnel et technique. Là, vous Mais pouvez chuter. oui, voilà, d'accord. Et juste pour dire en termes de perspective, donc de ce soutien structurel, donc il y a la phase 2 de ce grand programme qui est en train d'être mené, mais aussi il y a des études au niveau universitaire pour donner plus de contenu, plus de contenu, mais aussi accompagner et donner plus d'éléments à travers la recherche. Et dans la mise en œuvre, c'est là où je vais conclure parce qu'il me reste une vingtaine de secondes. Dans la mise en œuvre de cette stratégie, aussi, l'État du Sénégal est en train de mener un grand programme de verdissement des écoles du Sénégal qui accompagne aussi bien les curricula, mais aussi l'aménagement des écoles à travers des pépinières scolaires, à travers des activités Merci beaucoup, pédagogiques. merci beaucoup. On va Merci beaucoup, partager. Abdoulaye. Voilà, merci beaucoup. Merci, monsieur Abdoulaye. De façon ramassée, on a pu comprendre ce qui s'est passé au Sénégal. Et nous allons aborder la dernière partie, cette présentation, en donnant la parole à
à la responsable Sarah, qui va nous parler de comment intégrer pleinement l'éducation au climat dans les financements éducation climatique. Et donc, elle aura 7 minutes pour nous faire cette présentation. Merci tout le monde et merci d'inviter à parler ce matin. Je vous joindre de Washington, donc c'est très tôt. Je vais passer rapidement, j'ai pas de diapo, donc je vais commencer juste pour renforcer le message clé de cet webinaire, c'est que premièrement, le secteur de l'éducation constitue une plateforme essentielle pour l'action climatique, mais qui est largement sous-utilisée. Bon, je ne vais pas trop souligner ce point, car mes collègues ont déjà présenté des arguments très solides. Il suffit de dire que les systèmes éducatifs couvrent des nations entières, avec une école proche de presque toutes les communautés dans chaque région de chaque pays. Ce sont une infrastructure et services publics importants et souvent la seule en première ligne de l'urgence climatique au niveau local. Bon, 2025 est une année charnière pour veiller à ce que l'éducation fasse partie des stratégies climatiques. Les parties du UNFCCC soumettront leur troisième révision des contributions déterminées au niveau national. Ce sont les NDC 3.0 et sont dues avant le COP 30. Bon, une contribution déterminée, c'est l'engagement national qu'un pays prend lui-même pour réduire le rythme du changement climatique et de s'adapter à ses effets. Et comme on a parlé ici, l'éducation, c'est une stratégie essentielle pour ces liens climatiques. Bon, ils sont ciblés pour 2035, donc les nouvelles contributions déterminées sont très importantes. Et afin de réaliser le potentiel de l'éducation face au changement climatique, les pays doivent intégrer l'éducation. Euh, dans les contributions déterminées, mais aussi dans les plans nationaux d'adaptation et les stratégies de réduction des risques de catastrophe. Tous ces plans nationaux, et je remarque sur ce parce que c'est très important, ils indiquent au Fonds international de l'action climatique quelles seront les priorités nationales. En bref, l'inclusion de l'éducation dans ces politiques et stratégies nationales est une condition préalable à l'accès au financement climatique pour l'éducation. Bah alors maintenant, on passe un peu à la mise en œuvre. Depuis des années, le GPE investit dans la résilience de l'éducation, mais en 2022, nous avons élaboré une stratégie climatique, le cadre pour des systèmes éducatifs intégrant le climat. Et je partage quelques exemples concrets de notre financement pour promouvoir un petit peu les stratégies qui pourraient être adoptées au niveau national. Donc, par exemple, au Cambodge, GPE aide le gouvernement à construire de nouvelles installations scolaires vertes, notamment des systèmes de drainage améliorés, la collecte des eaux de pluie et la plantation extensive d'arbres pour lutter contre l'érosion des sols. Au Honduras, par exemple, le GPE aide le gouvernement à intégrer l'éducation au changement climatique dans les programmes préscolaires, formant ainsi une génération des gardiens de l'environnement. Et finalement, par exemple, en Somalie, GPE soutient à améliorer les infrastructures scolaires en intégrant des sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie solaire, dans les nouveaux projets de construction. Par exemple, 50 bibliothèques en livres électroniques alimentées à l'énergie solaire. Donc, il y a plein d'innovations, il y a plein de solutions, mais on a besoin du financement. On a besoin aussi des capacités techniques et c'est pour ça que GP travaille pour mobiliser les capacités techniques en faveur des stratégies relatives au climat et à l'éducation. Donc, GP, en collaboration avec Save the Children, UNESCO et IIEP de UNESCO, dans le cadre de l'initiative pour des systèmes éducatifs intégrant le climat, progresse maintenant dans la mise en œuvre d'un programme de 21 millions de dollars visant à renforcer les considérations climatiques dans l'éducation dans 35 pays et territoires. Donc, pour illustrer un petit peu, cette année au Malawi, Zimbabwe, Cambodge et au Soudan du Sud,
Le soutien initial s'est concentré sur l'élaboration d'une analyse des risques et de la vulnérabilité climatique pour le secteur de l'éducation, le renforcement des capacités en matière, par exemple, de l'utilisation et d'intégration des données climatiques dans la planification de l'éducation et l'intégration, bien sûr, de la durabilité environnementale dans les programmes d'études et la pédagogie. Mais mon dernier point, c'est concernant le financement. Donc, par ailleurs, dans le cadre d'un partenariat avec le Fonds vert pour le climat, c'est le plus grand fonds au monde pour le changement climatique, nous avons collaboré sur une proposition pour cofinancer l'adaptation au changement climatique dans le secteur de l'éducation. Donc, la proposition de renforcement de la résilience des enfants et des communautés par le secteur d'éducation s'appelle BRACE, devrait être approuvée en juillet Merci, 2025. merci, Madame Sarah, pour votre brillante présentation. Euh, Elle peut peut-être finir rapidement, non? Juste si tu veux conclure, Sarah. Oui, je voulais juste dire que on est en train de faire cette proposition non seulement pour 3 pays, mais comme exemple de ce que pourrait faire dans d'autres pays. So, par exemple, grâce à ces travaux, nous espérons contribuer à constituer une réserve de propositions de financement supplémentaire pour un plus grand nombre de pays, dans le but de combiner les financements du GPE et les financements climatiques pour faire avancer toutes ces stratégies. Donc, c'est ça la vision un petit peu. Mais bon, il faut que les gouvernements prennent soin et puis mettre l'éducation dans leur stratégie climatique aussi. Merci. ok, merci, Madame Sarah, pour votre présentation. À présent, avec la permission de Madame Louise, je pense que tous les intervenants sont passés. Non, il faut donner la parole à Cher. On peut passer à la conclusion de Cher Rimbaud, directeur exécutif de la COSIDEP. Malheureusement, on n'a pas le temps pour des questions, mais comme je l'ai indiqué dans le chat, vous pouvez poser vos questions dans le chat ou les envoyer à l'adresse communication@coalition-éducation.fr et on les transmettra aux intervenants. Donc, on peut laisser Merci. la parole à Cher. Et juste après Cher, il y aura une mini intervention de Asma Rafik de Education Out Loud, mais vraiment 1 minute. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Madame Louise. Monsieur Tchèque Mbo, vous avez la parole. Monsieur Tchèque Mbo, vous avez la parole pour la conclusion et l'appel à l'action. Vous nous entendez, Monsieur Tchèque? Monsieur Tchèque, vous nous entendez? Ouais, ouvrez votre micro, Monsieur Tchèque. Monsieur Tchèque, vous avez 5 minutes pour la conclusion. On t'entend pas, Cher, il y a un problème. Madame Louise, est-ce que c'est un problème de micro? Non, je crois qu'il a un problème de connexion. Non, on ne m'entend pas. Peut-être, Cher, tu peux couper ta caméra. On t'entendra mieux, je pense. C'est un problème de connexion. Ça va, vous m'entendez? Oui. Oui. Non, on t'entend pas, Cher. Bah, en attendant, on peut peut-être laisser la parole à Asmara. Mm. 1 minute, si possible. Ok. Réunion? Merci beaucoup. Déjà? Merci beaucoup tout le monde. Moi, c'est Asmara, je suis la conseillère régionale pour l'éducation de l'initiative Éducation à voix haute, Education Out Loud, basée à Dakar. Et je voulais juste remercier à toutes et à tous pour
cette initiative d'aujourd'hui qui en fait fait partie d'une initiative à plus longue haleine que nous, à Éducation à voix haute, nous avons pu contribuer à soutenir au long des derniers mois. Et c'est vraiment, on se réjouit vraiment de voir tout le monde ici aujourd'hui, non seulement en train de partager les conclusions de la recherche qui a été faite de façon aussi collaborative, mais de déjà commencer à formuler des recommandations pour les étapes à venir. Donc, je suis très, très, très heureuse de voir comment ces différentes coalitions des différents pays ont pu travailler ensemble avec l'appui des fonds du Partenariat mondial pour l'éducation et en sachant que on va pouvoir continuer à utiliser ces informations, les fruits de cette recherche collaborative pour vraiment continuer à faire la sensibilisation, à faire des interventions et surtout à plaider pour que plus de ressources soient allouées à cette question absolument critique qui est l'éducation pour le environnemental et pour le développement durable qui est vraiment une question clé, comme l'a dit ma collègue Sarah. Donc, merci encore à tout le monde de nous avoir invités et d'avoir pu partager aujourd'hui au sein de ce forum. Et bonne continuation. Comment tu sais? Cher Tidiane, est-ce que tu sais si Cher Abou est revenu en ligne? Parce que je ne le vois pas. Non? Mm. Ok. Est-ce que, cher Tidjane, cher Tidjane, est-ce que tu veux Allô? conclure? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui. Alors, donc, de Oui. façon ramassée, nous retenons que l'éducation comme un vecteur de transmission des compétences, des comportements, et l'éducation comme un mécanisme de renforcement des capacités d'adaptation, et l'éducation comme un garant de la transmission des savoirs endogènes. Et nous avons aussi compris qu'il faut un financement pour soutenir les changements climatiques afin de pouvoir faire face aux défis qui s'imposent au système éducatif dans tous les pays, surtout en développement. Et donc, puisque nous nous sommes pris par le temps, je ne sais pas si Madame Léa permet de prendre quelques questions ou on les reçoit dans le chat. Ben, comme vous voulez, soit si on peut prendre une ou deux questions rapidement, sinon on vous invite à partager vos questions. On a partagé une adresse email dans le chat, mais on peut prendre une ou deux questions très rapidement. Merci, on va prendre deux questions. Est-ce qu'il y a des questions? Vous levez la main. Il y a une question qui a été Oui, j'avais posée. levé la main. Hein. Kanitom Kofi avait levé la main. Oh, ouais. Monsieur Caniton, vous avez la parole. Allô? Oui, Kofi, tu as la parole. J'avais levé la main, je ne sais pas si j'ai la parole. Oui, tu as la parole. Ah, merci beaucoup, merci à tous les intervenants et à l'initiative. Mais moi, j'ai été plutôt charmé d'entendre tout ce qu'il y a comme initiative en direction de la résilience climatique. Mais la question qui me vient ici, en termes d'apprentissage, qu'est-ce que les élèves ont pu réaliser et ont obtenu comme transformation, ont pu réaliser et obtenu comme transformation dans leur mode de vie, dans leur interaction avec leur environnement et seront capables de transmettre dans leur milieu de vie. Est-ce que nous pouvons avoir cela? Voilà la question que moi je voudrais poser. Kofi, à qui tu adresses ta question? Bon, la question est adressée à presque tout le monde parce que tout le monde a pu N'importe quoi. développer des plans stratégiques de résilience par rapport au sujet climatique.
et c'est presque tous les pays qui ont de ces problèmes au niveau des écoles, si je ne me trompe pas. Oui, alors malheureusement, on peut pas, ça va être un peu long que tous les intervenants répondent. Est-ce qu'il y a un Oui, intervenant mais qui bon, souhaite? je ciblais principalement l'intervenant du Madagascar qui m'a dit que tout a été pris, mais c'est la mise en exécution dans la pratique qui pose problème. Ok, donc on va laisser juste Sylvain répondre très rapidement, en même pas une minute, et ensuite on va conclure avec Cher Embo qui finalement a réussi à se connecter. Sylvain, est-ce que tu es toujours là? Bon, je pense qu'on va passer directement peut-être la parole à Monsieur Cher Embo, directeur exécutif de la COSYDEP Sénégal pour conclure, et on vous invite à envoyer les questions aux adresses mail qui figurent dans le chat. Cher, je te laisse la parole. Tiens, allez-y. Oui, bonjour. On n'entend pas, Cher. Bonjour. Oui, bonjour. Ouais. Bonjour, madame. Cher, on n'entend pas. Je suis désolée, on n'entend pas Cher Embo. Bonjour. Mais qu'est-ce qu'elle veut, elle? On vous entend. Bonjour. Bon. Ok, bon, cher, je pense qu'on a des soucis de connexion. Bonjour. Oui, bonjour. On va devoir conclure. Oui. Ok. Du coup, je vous propose qu'on conclue la session. Chère Titiane, on Allô, n'arrive pas cher? à entendre. Oui, Ouais. allez-y. Ouais, malheureusement, Tu veux conclure, cher, au nom de la COSYDEP? et avec Ah, mon frère Cheikh a de sérieux problèmes de connexion, je pense. par écrit. Oui. On va recueillir donc son appel par écrit. Est-ce que ça vous convient? OK. Et est-ce que tu veux conclure, cher, rapidement, Titiane, au nom de la COSYDEP? Au nom de la société, peut-être, c'est des mots de. On s'excuse aussi pour les désagréments au niveau de la connexion, mais on va essayer de recueillir donc l'appel par écrit pour partager ça donc au niveau du copie. Ok, C'est ça. Bon, je pense ok. que c'est bien Merci. déjà de conclure parce que les uns des autres ont des engagements pour ne pas les pénaliser. Ok, bon, ben, déjà un immense merci à tous les participants et les participantes et vraiment désolée pour les petits soucis de connexion. Toutes les interventions étaient vraiment très riches et je pense qu'on s'est tous retrouvés autour de conclusions et d'engagement et de souhait de se mobiliser commun. Donc la conclusion reste que l'éducation reste encore un levier sous-estimé de l'action climatique. Mais voilà, qu'il y a quand même des engagements qui ont été pris ces dernières années. On l'a vu dans la COP 2028, il y a une déclaration éducation et climat qui a été adoptée, qui a été signée par de nombreux États. Il y a des engagements qui ont été pris au niveau national. On a vu le cas au niveau du Sénégal avec le projet Adaptation. On a vu aussi dans le cadre de Madagascar, mais également du Togo. Nous, idem au niveau de la politique de coopération de la France, l'éducation et le climat est intégré en tout cas comme un enjeu prioritaire dans la stratégie éducation de base et aussi au niveau de l'AFD. Donc je pense qu'ensemble, on peut continuer cette mobilisation. On va vous partager dès cet après-midi le lien vers le rapport, donc l'état des lieux.
et on reste à votre disposition, pardon, pour poursuivre les échanges, la mobilisation. N'hésitez pas à nous contacter, que ce soit au niveau de la coalition France ou des différentes coalitions partenaires du Burkina, de Madagascar, du Sénégal et du Togo. Voilà, on vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup pour votre participation et Le à Togo très voudrait, vite.